Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Josefa Leonel Correa Sacco, commissaire de l'Union africaine chargée de l'économie rurale et de l'agriculture, pour nous parler du rôle de la femme africaine dans le développement du continent. Madame Sacco est élue cette année parmi les 100 personnalités mondiales les plus influentes en matière de politique climatique, sans oublier son expertise dans les domaines du développement rural, de la sécurité alimentaire et de l'agriculture, et son combat pour l'éradication de la faim et de la pauvreté en Afrique, puisqu'elle a été nommée en septembre dernier par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, membre du SUN, Scaling Up Nutrition, le mouvement mondial pour mettre fin à la malnutrition. Madame la commissaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour participer à une session du Forum Crans-Montana sur le leadership féminin en Europe. De quoi avez-vous parlé dans le cadre de cette rencontre ? Merci beaucoup pour l'opportunité et pour l'invitation d'éclairer le grand public sur le rôle de la femme rurale. Je suis très contente parce que c'est une passion pour moi de vraiment débattre cette thématique de la femme rurale. Nous avons eu le panel ce matin sur le rôle de la femme rurale dans l'agriculture. Et ce panel qu'on a eu ce matin nous a permis de démontrer une vérité universelle que les femmes rurales sont le pin dorsal de l'agriculture rurale africaine, et de ça, c'est la gardienne de la sécurité alimentaire. Ça a été démontré clairement ce matin au niveau du panel, et nous avons des évidences au niveau statistique que 80% de la nourriture que la communauté ou le peuple africain mange, ça vient de la femme rurale. 80% des ressources alimentaires proviennent de la femme rurale. Ça a été aussi l'occasion de regarder le défi, malgré l'importance qu'elle joue, le rôle important qu'elle joue dans l'agriculture rurale, dans la production familiale, l'agriculture familiale. Et elle a beaucoup de défis. Il y a un gap même au niveau des genres. Elle n'a pas l'opportunité que l'homme a à l'accès, par exemple, au foncier. Oui. À l'accès au foncier, nous savons que le foncier, c'est vraiment la fondation des activités agricoles. Mm-hmm. Elle n'a pas droit au foncier, elle n'a pas droit à la technologie, elle n'a pas droit à l'éducation. Aujourd'hui, quand on parle de la digitalisation, il faut que les gens soient lettrés pour qu'ils puissent lire au moins les informations et les avantages du digital. Donc tout ça, ce sont des défis que nous devons succomber. Nous devons aider la femme à dépasser ces défis pour vraiment exploiter son vrai potentiel dans la contribution de l'agriculture dans le monde. On reviendra tout à l'heure sans doute encore un peu sur la femme rurale. Mais j'ai envie de parler aussi de la représentation publique et d'autres facettes possibles pour la femme. Donc vous êtes à la tête d'un organe majeur de décision institutionnelle de l'organisation panafricaine. Il y a des femmes africaines premières ministres, il y a des ministres, il y a des ambassadeurs. Pensez-vous que la femme africaine est suffisamment associée à l'élaboration des politiques publiques en matière de développement dans les pays africains? Je dirais oui. J'avoue qu'il y a beaucoup de progrès qui se passent au niveau de l'intégration, même la représentation de la femme à un haut niveau. Aujourd'hui, nous avons au niveau national de femmes ministres, de femmes directrices, surtout des femmes leaders, ministres, qui occupent ces portefeuilles. Bien sûr qu'elles présentent leur programme national de développement pendant les réunions de conseil des ministres. Donc, elles participent directement aussi dans l'élaboration des politiques publiques en faveur du développement agricole. On a aussi des femmes au niveau du Parlement. Et ça, chapeau pour l'Afrique, parce que nous avons la République du Rwanda et du Cap-Vert
les femmes sont bien représentées, elles sont même leur représentation est plus que les hommes, c'est 64% Extraordinaire. au Rwanda et je crois que c'est aussi 60% au Cap-Vert. Donc voilà des acquis. Bon, on doit aller plus loin, mais pour dire que vraiment les tendances sont bonnes et on continue à voir si on est mieux représenté dans les institutions étatiques, les institutions, les organisations internationales. Je crois qu'il y a beaucoup de progrès. Au niveau de l'Union africaine, nous avons la parité. Là où je suis, il y a la parité. Et l'Union 50-50. 50-50. Et l'Union africaine est la seule organisation continentale à caractère international qui a ce genre d'arrangement. C'est 50-50. Nous sommes 10 commissaires, dont le président et le vice-président, et 8 commissaires. Et c'est vraiment la parité. C'est 50-50, 5 femmes et 5 hommes. Extraordinaire. Que fait en termes d'initiative la Commission de l'Union africaine pour la promotion de la femme? Au niveau de l'Union africaine, nous avons un directoire de genre. Et ce directoire étant tellement important, parce que là, le directoire ne regarde pas seulement les aspects agricoles, mais il regarde les problèmes de l'égalité de la femme, l'inégalité, et aussi le problème de l'autonomisation de la femme. Donc ce directoire a une stratégie, élaborer une stratégie, et de part, il répond directement au cabinet du président de la commission. Donc, on est dans de grandes politiques et dans de grands cadres pour assister nos États membres à élaborer des politiques publiques en faveur de la femme rurale. Et moi, dans mon département, précisément, je viens de prendre la question de la femme dans l'agriculture. Et comme on est toujours dans les grands momentum, on n'a pas perdu le momentum, cette année, le mois passé, le 15 octobre, le 15 octobre, c'est connu, c'est décrété par les Nations Unies comme la Journée internationale de la femme rurale. Et mon département a lancé la campagne sur la mécanisation agricole pour confiner la houe manuelle au musée et mécaniser, moderniser l'agriculture en faveur de la femme rurale. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup d'associations agricoles dans le continent présentes. Ça a été sous le parrainage de son Excellence, le président de Burkina Faso. Et on a eu l'événement à Bobo. On a établi un rond-point. Il y a un rond-point maintenant, le rond-point de l'Union africaine, et on a mis un monument pour lancer notre campagne. C'est une campagne de 5 ans. On vise une campagne de 5 ans et on est en train de travailler au niveau régional. On a lancé la campagne à l'Afrique de l'Ouest. Donc, on travaille avec la CEDEAO pour que la CEDEAO met en œuvre cette campagne au niveau de sa région. L'année prochaine, on va voir quelle est la région qui va abriter cette campagne pour qu'on puisse, dans 5 ans, dans 2025, selon les décisions de nos chefs d'État, dans 2015, au moins 30% de femmes ont accès à la mécanisation. Et ce n'est pas seulement la mécanisation qu'on prévoit dans cette campagne. Nous regardons aussi la question du foncier et la question de la chaîne de valeur. Voilà un peu les activités qu'on est en train de mener pour la femme. Donc, c'était le mois passé, mais on est en train de travailler. Et puis, on a mis aussi en place une plateforme de la femme sur l'agriculture qui dépendra directement de mon département, le département de l'agriculture et de l'économie rurale, pour regarder ce problème et travailler sur ça. Comme on avait organisé avec la FAO, on va institutionnaliser. On a déjà présenté la déclaration de Bobo à nos conseils de ministres parce que nous avons le comité technique spécialisé qui est ministériel de tous les ministres de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement. Et tous, ils participent à ce comité. Et toutes les 2 années, nous nous réunissons et nous avons soumis la déclaration d'Abobo qui
crée la plateforme de la femme dans l'agriculture. Donc, on est dans le bon chemin et on est en train de travailler sur ça. Tous ces développements peuvent conduire à une plus grande sécurité alimentaire, ce qui n'est quand même pas anodin. Est-ce que l'Europe joue un peu un rôle, parce que vous savez que notre émission s'appelle Europe-Afrique, et donc ça nous intéresse de savoir quel rôle l'Europe joue en termes de soutien pour la politique agricole africaine? Je suis contente de cette question. Elle est pertinente parce que je travaille avec l'ancien commissaire pour l'agriculture, le commissaire Phil Hogan. Oui. On a bien travaillé. Et l'Europe, c'est notre partenaire stratégique. C'est notre partenaire stratégique. Lors du sommet en décembre 2017, le sommet Union européenne, Union africaine, la question de la transformation de l'agriculture était à l'ordre du jour et fait partie des décisions qui sont assorties de ce sommet. Donc, ce sommet prévoit la question de la sécurité alimentaire, la question de la transformation des zones rurales et tout. Et sur ce, nous avons, moi et mon collègue Phil Hogan, nous avons organisé une task force pour élaborer une stratégie de notre coopération entre les deux départements, c'est-à-dire le département de l'Union africaine et de l'Union européenne. La composition de cette task force a été faite sur la base des experts tant africains que les experts européens. Ils ont travaillé pendant 6 mois ici à l'Union européenne et ils nous ont produit le rapport final. Mon collègue et moi, au mois de mars, j'étais ici à Bruxelles. On a fait le lancement on a reçu notre rapport et on a fait le lancement de ce rapport. Et nous avons même eu l'occasion d'avoir une séance de travail au Parlement européen et nous avons présenté le rapport. Ça a été vraiment bien reçu par le Parlement européen parce qu'il disait que vraiment c'est la première fois qu'on a un document vraiment précis de ce que nous allons faire. On a identifié quatre piliers stratégiques, dont le développement rural sur la perspective de créer des emplois pour notre jeunesse et développer l'agriculture pour finir avec l'insécurité alimentaire. Donc, c'était vraiment, ce sont des piliers. On a regardé le problème de l'agriculture durable et la conservation des ressources génétiques, la création de l'agro-industrie et puis aussi le financement. Comment financer les secteurs agricoles qui est très important. Donc, c'est un grand rapport et le 21 mars et le 21 juin, nous avons signé une déclaration politique à la FAO entre le Collège africain, le ministre de l'Agriculture africain et le ministre européen à Rome. Mon collègue et moi, nous avons signé et maintenant, nous sommes en train de voir la mise en œuvre de cet instrument. Madame Sacco, nous allons faire une petite interruption et on se retrouve après la pause. Il y a beaucoup sinon même la moitié à peu près des pays africains qui n'importent plus de nourriture. Donc là où l'agriculture marche, où elle marche bien, comme en Éthiopie par exemple, ces pays sont quasi en autarcie. Est-ce que ces progrès sont vraiment tangibles? Mes statistiques ne le disent pas. Non, mes statistiques ne le disent pas parce qu'on continue dans le continent à importer 20 millions de tonnes de riz par an. On continue à importer et vous savez que le riz, c'est l'aliment de base en Afrique. On continue aussi à importer 12 millions plutôt de tonnes de riz et 20 millions de maïs. Donc, si les deux denrées qui sont les produits de base ne sont pas autosuffisants en Afrique, je dirais qu'on n'est pas encore en mesure de dire que nous avons réduit les factures d'importation dans le continent. Vous savez que nous avons
35 milliards 35 milliards de dollars par an de factures d'importation. Ça, c'est trop. Et si rien n'est fait, si on n'augmente pas notre production et productivité, nous allons arriver à 110 milliards d'ici 2025. C'est dans 6 ans. Je dirais, oui, dans 6 ans. Et donc, on ne fait rien. Donc, ces statistiques-là, elles sont à reconfirmer. Si c'est la Banque mondiale qui vous les a données, on doit révisiter. Je ne révèle pas mes sources. Mais on doit révisiter parce que ce n'est pas ça que nous avons comme par contre, réalité en Afrique. En nombre de terres arables, c'est exceptionnel l'Afrique. Et je pense aussi au bassin du Congo, qui est quand même le deuxième bassin du monde. Donc l'Afrique centrale a un écosystème assez exceptionnel. Est-ce qu'il n'est pas urgent de veiller à la préservation de la nature pour un développement durable? L'Union africaine est consciente de l'importance économique, sociale et écologique du patrimoine naturel que regorge le bassin du Congo. Nous sommes conscients et nous savons que l'Afrique détient 60% des terres arables. Mais la question ici, c'est l'investissement dans les secteurs. En 2003, le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ils avaient décidé d'investir dans les secteurs agricoles 10%. Mais peu de pays y font. Et ceux qui ne font pas, c'est ça qui retarde. C'est ça qui retarde vraiment la transformation de l'agriculture dans notre continent. Nous avons maintenant au bassin de Congo, nous avons la commission climat, la commission climat du bassin du Congo. C'était en décembre 2017 que les chefs d'État ont institutionnalisé cette commission. Nous sommes en train de travailler dans la préservation de l'écosystème du bassin du Congo pour que nous puissions faire comment on appelle, une bonne exploitation sans affecter l'écosystème de ce bassin qui est important et qui joue un rôle même au niveau mondial pour régler les problèmes climatiques. Le Maroc est un pays agricole. Donc c'est un pays phare dans la coopération sud-sud. Il a développé une véritable diplomatie économique. Est-ce qu'il est possible de faire bénéficier les pays africains de l'expérience marocaine dans le domaine agricole durable? C'est vrai que le Maroc est très avancé au niveau de l'agriculture. Et le Maroc a un plan que nous devons nous inspirer et servir comme modèle, le plan Maroc vert, qui est vraiment un bon programme. Et le Maroc joue un rôle très, très important, surtout à travers son entreprise de fertilisants qui est l'OCP. Oui. On a eu la chance, de passer un accord de coopération avec l'OCP le mois dernier quand on était à Accra. Et nous sommes en train de travailler sur ça pour que les autres États africains bénéficient. Nous avons l'université Mohamed VI, qui est une bonne école, c'est une bonne université dans le secteur agricole. Donc nous sommes en train de négocier pour envoyer les étudiants là-bas pour renforcer le capital humain dans le secteur agricole. Donc, on a de très, très bonnes démarches. Je viens du Maroc il y a une semaine pour les triple A. C'est une initiative de Maroc pour l'adaptation dans l'agriculture. Vous savez, quand on a commencé l'accord de Paris, les gens ne voulaient pas écouter le problème ou bien les nexus entre l'agriculture et l'environnement. Mais aujourd'hui, les gens sont conscients que vraiment la question de l'environnement est liée à l'agriculture. Et si vous voyez nos NDC, nos compromissions nationales de chaque pays pour l'accord de Paris, 90% des programmes et des activités climatiques sont d'origine agricole. Quand on parle de la dégradation des sols, on parle de problèmes de la sécheresse, on parle de problèmes des eaux. L'eau, c'est aussi un défi majeur qu'on a pour l'irrigation. Donc voilà, et le Maroc étant un pays
un pays du désert a fait des miracles. Si le Maroc peut le faire, pourquoi pas nous qui avons l'eau? On n'a pas. Il y a des zones, par exemple, le bassin du Congo, ils ont beaucoup d'eau. Donc, on doit aussi s'inspirer de la bonne leçon du Maroc pour profiter. C'est ça l'intégration. Vous êtes ingénieur agronome de formation. Quel conseil vous donneriez à de jeunes femmes qui veulent se lancer dans le développement agricole? Premièrement, je dirais que 62% de la main-d'œuvre est féminine. Donc, les femmes sont déjà dans l'agriculture. Elles pratiquent déjà cette activité. C'est vrai, on parle de la jeunesse. Dans ces cas d'espèce, on parle de la jeunesse, mais normalement, la femme, c'est elle qui est la gardienne de sa famille. Donc, si les enfants sont là, 70% de notre population est rurale et 56% de notre population en Afrique est rurale. Donc, les filles qui sont avec ces femmes rurales, elles ont déjà la culture de la terre. Elles ont déjà la culture de la terre. Donc, pour la nouvelle génération, je conseille en tant qu'ingénieur agronome de vraiment prendre l'éducation, parce que c'est à travers l'éducation qu'on a un outil de travail, le savoir de faire l'éducation, d'aller à l'école, se former dans le domaine agricole, parce qu'aujourd'hui, on parle de la modernisation de l'agriculture. Il faut que les gens soient vraiment bien équipés pour faire face aux enjeux et à la transformation de l'agriculture moderne. Vous disiez que la plupart des États africains étaient très conscients de l'importance de l'agriculture. Est-ce qu'ils sont dès lors conscients, que c'est un secteur qui est tout à fait pourvoyeur d'emplois, et que surtout, s'ils réussissent, ça va freiner des problématiques d'exode rural et d'immigration? Oui, non, nos dirigeants sont conscients de ça. Ils sont conscients parce qu'ils savent que c'est le secteur le plus pourvoyeur d'emplois et c'est le secteur le plus important au niveau de la réduction de la pauvreté, automatiquement. C'est l'agriculture, le secteur agricole. Et nous sommes aussi conscients que nous ne voulons pas ces dividendes de jeunes parce que plus de la moitié, 40% de la moitié de notre population est jeune en Afrique. Et nous avons vraiment des jeunes, comment dirais-je, un avantage comparatif par rapport ici en Europe. Les gens sont vieillissants. Sauf que malheureusement, 60% de la population au chômage est constituée de jeunes. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous parce que nos dirigeants, nous tous, nous sommes conscients, même au niveau de l'Union africaine, nous en parlons. Nous ne sommes pas contents de voir nos enfants traverser la Méditerranée et mourir parce que c'est un capital humain qu'on doit investir. Et donc, on doit vraiment tout faire pour rendre l'agriculture vraiment un peu plus à l'aise, de programmes plus modernes dans l'agriculture, la digitalisation. C'est une des réponses à trahir la jeunesse pour venir faire l'agriculture. Et l'agriculture doit être un négoce, un business, comme on dit en anglais. Ça doit être un business, ça ne doit pas être un secteur sentimental où les gens disent les pauvres agriculteurs. Ici, en Europe, les fermiers sont riches. Les enfants des fermiers, même, ils quittent la ville pour aller dans la campagne, pour aller prendre ce que leurs parents ont laissé, l'héritage. Donc, mais c'est un secteur promoteur. Oui. C'est un secteur qui fait des profits parce qu'il y a une demande. Nous, en Afrique, aujourd'hui, on est une population d'1,4 milliard. On aura d'ici 2030, ça sera 9 milliards, 1 milliard et 5,5 habitants. En 2050, on sera 2 milliards, 4. Qui va nourrir cette population? C'est inquiétant, c'est pour cela que nous voulons, et je félicite le Forum de la Transmontana de mettre ça à table pour qu'on voit le rôle aussi de la femme. Parce que la femme, c'est une agente de changement. Elle travaille, elle participe. Il faut prendre en compte ses besoins et vraiment renforcer cette frange de population pour aider au développement,
pour que nous puissions avoir l'agenda 2030 de développement durable, notre agenda global, et l'agenda 2063. On a des objectifs, mais si vous laissez une partie, la majorité même, c'est comme dans le vote, quand on va aux élections, c'est 52% de la population que vous ne voulez pas autonomiser et vous voulez travailler avec 48% de la population, vous n'allez pas atteindre les objectifs. Évident. La femme africaine est en fait souvent perçue comme une entrepreneuse née. Et donc, on voit, si mes statistiques sont bonnes, qu'à peu près 15% des PME en Afrique sont déjà dirigées par des femmes. Est-ce que vous avez fixé une sorte d'objectif pour aller bien au-delà de ça? Oui, on a des objectifs pour aller au-delà de ça. Dans mon département, nous avons la stratégie de l'agribusiness. Voilà, nous avons la stratégie de l'agribusiness pour commencer à mieux organiser les politiques générales sur l'agribusiness et l'agro-industrie. Donc, on a déjà commencé à travailler avec nos États membres pour élaborer des politiques pour que les femmes puissent bénéficier dans l'agribusiness. Et nous savons que nous devons regarder, comme vous avez bien dit, que là, les statistiques sont correctes. C'est vrai, elle est déjà entrepreneur, mais nous voulons voir comment est-ce que l'informel, parce qu'elles sont souvent dans l'informel, comment est-ce que l'informel peut devenir formel à travers des petites et moyennes entreprises, des PME. Ma dernière question, dans l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, vous poussez l'idée de baser tout ça sur le développement inclusif. Qu'est-ce que c'est que le développement inclusif? Le développement inclusif, c'est un peu ce que l'agenda 2030 nous dit, de ne pas laisser quelqu'un derrière. Leave no one behind. Donc, il faut intégrer tout le monde, comme je l'ai dit déjà dans une de vos questions. Il faut intégrer tout le monde pour que tout le monde soit dans la même page pour avancer cet agenda. Parce qu'il ne faut pas laisser une frange de population les plus vulnérables et avancer et on n'avancera pas. Parce que la réalité de notre continent, malgré le problème de comment on appelle, urbanisation, on est toujours rural. Et c'est là où sont les problèmes. Si on veut atteindre la sécurité alimentaire, si on veut réduire la pauvreté dans cet agenda qui a 7 piliers, si on veut tripler le commerce sud-sud, on doit vraiment regarder d'abord là-bas, là où est la majorité des gens. Je ne parle pas qu'au niveau urbain, on n'a pas de défis, on a beaucoup de défis. Mais le plus grand défi sont là-bas. Transformons cette zone-là. Amenons l'électricité, amenons l'eau, amenons des habitations convenables, toutes les infrastructures, amenons les infrastructures même au niveau rural, parce que quand on voit la perte post-récolte, l'Afrique produit, mais elle perd presque 40% de sa production. Je suis championne dans le but de développement rural des SDG 1, 2, 3, 12.3 sur la post-perte-récolte, c'est beaucoup. Je viens de l'Italie, le Vatican même, l'Académie, ils ont organisé une conférence sur ça pour regarder la perte post-cueillette. Et puis aussi le problème de gâchis ici, même dans les pays industrialisés, dans les supermarchés. Il y a beaucoup de pertes aussi là-bas, donc on doit regarder tout ça. Madame Sacco, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et votre brillante intervention. Nous arrivons à la fin de notre émission, hélas. Chers téléspectateurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission.